Aujourd'hui, dans un nouvel épisode du Balado, on va parler d'anxiété et de stress avec un psychologue. Mais avant tout, j'ai la chance d'avoir un commanditaire extraordinaire en Adrien Gagnon. Alors, réduisez le stress avec Adrien Gagnon. Zen aide à réduire les symptômes de stress ressentis tels que la fatigue et l'irritabilité. Humeur ado combat la lassitude et réduit le stress. Quant aux oméga 3, il aide à l'équilibre de l'humeur tout en soutenant la cognition pour une approche complète du bien-être mental. Bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Un cœur ouvert avec Alex. Aujourd'hui, je suis très excité parce qu'on parle d'un sujet que je pense qui touche environ 100% de la population. On va parler d'anxiété et de stress avec le docteur psychologue Paul Simard. Merci beaucoup de vous être déplacé de Québec. Merci. Comment allez-vous? Ça roule. Ça roule? Eh bien, stress et anxiété, je pense que c'est un sujet qui est très, très vague d'un certain sens parce qu'on en entend beaucoup parler. J'ai moi-même beaucoup discuté à faire la distinction entre le stress et l'anxiété. Mais avant qu'on parle de ça, j'aimerais qu'on parle un peu de vous. Pourquoi vous êtes devenu psychologue? Est-ce qu'on peut se tutoyer avant tout? Oui, bien sûr. Bon, parfait. Moi, je suis devenu psychologue parce que je voulais jouer à Donjons et Dragons en gagnant ma vie. Parfait, je sais pas si tu connais ça un peu, les jeux de rôle. Un petit peu vague. Moi, ça a été ma passion d'adolescence. Okay. Puis dès ma première partie, je suis devenu le maître de jeu. Mais je demandais à mes amis de m'expliquer les règles, mais moi, je racontais l'histoire. Wow. Puis je mettais en scène tout un univers fantastique. Puis ça a pris plusieurs années avant que je découvre qu'il y a des jeux de rôle thérapeutiques. Dans lequel on ne fait pas évoluer un personnage imaginaire, mais plutôt faire évoluer la psyché de la personne. Okay. Donc, moi, quand je rencontre quelqu'un en thérapie, j'ai un peu l'impression que je joue à Donjons et Dragons. Parce qu'il y a des défis, il y a des obstacles, il y a des monstres, il y a des pièges, il y a comme une quête du mieux-être aussi, ou une quête de dépasser certains pièges. Fait que moi, je trouve que je suis en train de réaliser mon rêve d'adolescent à toutes les fois que je rencontre quelqu'un. Wow! Puis est-ce que, là, vous avez dit que c'est dans les jeux rôle que vous avez découvert ça. Est-ce que vous avez tout de suite dit, bon, psychologue, c'est là que je m'en vais? Ou... Non, pas du tout? Je savais pas que j'allais être psychologue. Okay. Moi, je trouvais ça poche, les psychologues, en fait, avant. En plus? Oui. C'est un peu en cherchant. C'est quand j'ai arrêté le cégep, parce que moi, j'ai réussi 3 cours de cégep en 2 ans. Wow. J'étais pas bon du tout à l'école. Puis, je me suis mis à lire intensément. Ah ouais. Puis je travaillais en restauration, mais en allant au travail, je lisais. En revenant, je lisais. Le soir, je lisais. Je me faisais des années thématiques sur plein de choses. Puis ça a pris 5 ans avant que je découvre dans un petit livre qui avait ça, des jeux de rôle thérapeutiques. Puis là, je me suis dit, Donc, c'est quoi les chemins connexes à jouer des jeux de rôle et avoir un métier? Puis là, j'ai pensé acteur. Non, ça ne me tentait pas de mémoriser des textes. Écrire, moi, j'ai de la dysorthographie, donc je suis pourri en français. Fait que je trouvais que c'était très pénible. Puis là, j'ai passé toutes les options et est apparue la psychologie. Fait que l'intervention en jeu de rôle. Puis, petit chemin faisant, j'ai fait un parcours compliqué, mais quand je suis arrivé à mon doctorat à Trois-Rivières, il y avait le Centre de formation sur les méthodes expressives au Canada qui forme les gens sur les jeux de rôle thérapeutiques. C'était impossible dans mon secteur où j'étais. Donc, moi, j'ai joint ce centre-là, puis je me suis formé pendant 6 ans à une fin de semaine par mois pendant 6 ans avec d'autres psychologues en groupe où on pratique les méthodes de jeux de rôle thérapeutiques, les méthodes expressives. Donc, ça forge l'esprit, ça. Wow! Puis là, en fait, les jeux de rôle thérapeutiques, qu'est-ce que c'est exactement? Là, je ne suis pas sûr de comprendre exactement ce que c'est. Bien, il y a plusieurs manières de le voir, mais on pourrait dire que c'est plutôt que de parler d'une difficulté, on va comme recréer un contexte pour faire comme si. Admettons que je te demandais, donne-moi une situation dans laquelle tu es anxieux, tu es bloqué. Mais là, on pourrait identifier qui est présent, c'est où, tu es dans quel état d'âme, la personne avec laquelle tu es impliqué, elle est dans quel état d'âme. Puis là, je vais te demander de me le montrer. OK, montre-moi comment ça se passe là, quand tu approches cette personne-là ou quand tu lui dis. Puis là, on va voir monter l'anxiété de la même manière que ce que la personne le vit pour de vrai, parce qu'on fait comme si. On remet en place tous les contextes, mais de manière symbolique. Oui. Mais le corps, lui, fait pas la différence. Donc, c'est un peu comme quand tu vas au cinéma et que tu écoutes une comédie. Ouais. Quand tu ris pas pour de faux. Tu ris pour de vrai. Oui. Puis quand tu écoutes une histoire d'horreur au cinéma, là, puis tu fais le saut, là, puis tu as peur, mais tu fais pas assemblant d'avoir peur. Mais c'est la même chose en thérapie. Sauf que là, on est dans un laboratoire de santé. Wow. On peut appuyer sur pause, revenir en arrière, puis là, faire une prise 2, prise 3, prise 4, pour faire du modeling. Donc, on va développer des nouvelles compétences dans l'action, en mobilisant le réveil des enjeux psychologiques difficiles, mais dans un cadre sécuritaire. Mon Dieu, mais c'est tellement intéressant. Je pense. Enfin, votre mission à vous, en tant que à toi, en tant que psychologue, c'est d'un peu de, comment je pourrais dire, désensibiliser un peu les peurs, de mieux
dans le fond, que la personne ait un mieux d'être, se sente mieux. Fait que c'est vraiment de modeler tout ce qui est les problèmes ou les traumas ou les difficultés, puis un peu les décortiquer. Oui. Wow. On pourrait dire que le fondateur des jeux de rôle en thérapie, c'était Moreno. Un jour, lui, lorsqu'il était jeune étudiant, il est allé voir Freud dans un institut où il donnait des conférences. Puis il a dit à Freud, toi, tu analyses les rêves, ben moi, j'aide les gens à réaliser leurs rêves. Wow! Fait que c'est un peu une légende histoire là, dans le monde des jeux de rôle en thérapie, mais qui nous explique bien la distinction entre les deux. C'est pas tant que c'est mauvais, l'analyse des rêves, mais il y a d'autres formes d'intervention qui sont plus axées sur la mise en action, le développement de compétences. Puis moi, c'est ça que je veux faire. Je veux aider les gens à développer des compétences. Peu importe le sujet avec lequel ils arrivent en thérapie, j'essaie de les upgrader. Mon but, c'est pas de moi comprendre la personne, c'est de l'aider à ce qu'elle se comprenne bien. Oh, parce que moi, j'avais été consulter un psychologue pendant un certain temps, puis c'était ça, en fait, que j'ai réalisé. C'est qu'elle m'aidait plus à moi comprendre mes émotions, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi que je réagis de telle façon, plutôt qu'elle qui essayait de me comprendre. Puis on dirait que mon approche avec un psychologue était différente parce que je pensais que c'était l'inverse. Je pensais qu'elle allait essayer de me comprendre pour m'outiller. En fait, c'était plus l'inverse. Bien, il y a plusieurs sortes d'approches cliniques. Puis il faut être assez éduqué pour comprendre toutes ces nuances-là, mais il y a à peu près 4 ou 5 grandes manières d'aborder la clinique. Puis ça a déjà fait des guerres de clochers, un peu comme des approches ou des religions, on pourrait dire. Là. Ça crée un aveuglement dans un aspect clinique. Mais moi, j'ai voulu parler le langage de la psychologie en général, donc je me suis formé sur tous les langages cliniques. Mais ce n'est pas tous les psychologues qui le font. Puis il n'est pas rare de voir un psychologue qui va choisir une approche clinique et qui va s'en tenir. OK. Mais là, il y aurait beaucoup d'éducation à faire. Là. Puis, mettons, en termes de langage clinique, il y en a combien? Ben, à peu près 4-5, comme je te disais. Okay. L'approche psychanalytique psychodynamique, l'approche cognitive comportementale, l'approche humaniste existentielle, l'approche systémique, interactionnelle, puis l'approche peut-être en neurosciences. Wow. Ça, c'est des mots qui sonnent assez difficiles pour moi. C'est ça, c'est des manières d'aborder la clinique. Comme par exemple, moi, mon premier amour, c'était l'approche humaniste existentielle. Donc, ce qui caractérise cette approche-là, c'est qu'on va essayer d'aider la personne à développer son potentiel, à être plus heureux. Wow! Alors que d'autres approches, comme par exemple cognitive comportementale, vont peut-être plus s'intéresser à remodeler le comportement de la personne et restructurer ses pensées. C'est ce que, mettons, cette approche-là va être plus quelqu'un qui a vécu des choses dans son enfance qu'on veut essayer de remodeler ou pas nécessairement? Pas nécessairement. Puis là, ça va vraiment dépendre de comment le clinicien en lui-même utilise son approche. Okay. Parce qu'il y a des psychologues qui vont remonter jusqu'à l'enfance pour faire un portrait développemental de toutes les actions qui ont été posées. Puis il y en a d'autres qui vont remonter dans l'enfance pour aller sur l'aspect symbolique de l'influence de la mère sur le développement affectif. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'approches. Et si on ne les connaît pas, toutes ces approches-là, comme psychologue, je pense que ça crée des biais. Parce qu'on peut vite devenir aveuglé par ses propres préférences cliniques. Oh, puis ça peut nuire aussi aux clients. Oui. Ça a donné notamment lieu à toutes sortes d'interprétations qui ont blessé des gens, là. Notamment dans l'histoire de la psychanalyse. Il y a des gens qui disaient si votre fils, madame, est autiste, c'est parce que vous n'avez pas donné suffisamment de soins affectifs à cet enfant-là. C'était terrible. C'était tellement culpabilisant qu'il y a des mères qui disaient non, moi j'ai donné autant d'amour que les autres. Mais la théorie psychanalytique disait que. Puis là, ce n'est pas seulement la psychanalyse qui peut être critiquée. Toutes les approches peuvent être critiquées comme ça. Donc, ça serait bien de maîtriser la psychologie et non pas juste une ou deux écoles. Wow. Bon, j'aimerais qu'on rentre un peu dans notre sujet. C'est quoi la différence concrète entre le stress et l'anxiété dans le cerveau? OK. C'est juste la fin de la définition. Je vais te dire le début. Le stress, c'est une réponse adaptative de mon corps qui se prépare à réagir face à un danger imminent, réel. Donc, maintenant, il y a quelqu'un qui me crie dessus. Il y a un danger. Donc, mon corps, il est déjà prêt à répondre à ce danger-là. Ça, c'est le stress. Maintenant, la définition de l'anxiété, c'est un état de préparation à répondre de mon corps face à un danger, puis là, c'est la fin que change. Un danger potentiel, peut-être imaginaire, au cas où, on n'est pas sûr. Donc, la différence, c'est juste sur l'objet final. Si réellement, il y a une attaque, une menace, on parle de stress, puis si c'est potentiel, imaginaire, théorique ou interprété, c'est de l'anxiété. Mais ça provoque les mêmes réactions. C'est ça, c'est vraiment la même chose, mais
c'est la formule qui est un peu différente à la fin dans le cerveau. Là. Oui. Et puis, comment on peut, quand je pourrais dire, y a-t-il des façons qu'on peut arrêter l'anxiété, qu'on peut la prévenir, qu'on peut... Bien sûr. C'est en lui laissant jouer son rôle d'abord. Ah ouais? Oui, je vois beaucoup de gens qui essaient de casser l'anxiété, vaincre. Mais comment on pourrait vaincre ou gagner contre quelque chose qui veut nous protéger de l'intérieur? Et l'anxiété, si ça nous met en alerte face à un danger potentiel, c'est peut-être pour nous dire le message suivant. Voici de l'énergie pour t'aider à aller vérifier s'il y a un problème ou te préparer au cas où. Puis là, il y a des gens qui vont dire « Oh, j'aime pas ça, me sentir comme ça. » Fait qu'ils finissent par avoir peur d'avoir peur, donc être anxieux, d'être anxieux. Ils créent un décalage. Alors que si on laisse jouer son rôle à l'anxiété, dire « OK, là, je suis tendu, là je suis inquiet de ne pas réussir mon examen, là, donc il faudrait peut-être que je me prépare plus que ce que je pensais, là, parce que je suis très inquiet. » Donc, l'anxiété vise à nous aider à nous préparer à un défi. Puis là, il y a des gens qui vont confondre « Ouais, mais moi, je connais quelqu'un qui a un trouble anxieux. » Puis ça l'handicape carrément, ben, c'est pas la même chose. L'anxiété est un phénomène normal qui peut tellement devenir envahissant puis faire dégrader les capacités de la personne que ça peut devenir un trouble anxieux. C'est pas la même chose. Donc, quand on veut parfois donner des accommodements à certaines personnes au niveau de leur étude, au niveau des tâches, au niveau de l'emploi, ben, c'est souvent parce que la personne a un trouble anxieux qui handicape son fonctionnement. C'est pas seulement lié à l'anxiété normale. OK. Parce que là, dans le fond, vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup allumé. Moi, j'ai tendance un peu à essayer de me battre contre l'anxiété. Je m'explique. J'ai très peur des hauteurs. Puis j'ai fait un saut en bungee puis un saut en parachute. On s'entend que c'est deux choses qui étaient vraiment allumées ma peur. Puis j'étais vraiment anxieux rendu en haut. Et j'ai vraiment battu, tu sais, je me suis vraiment parlé, je me suis vraiment battu avec cette peur-là pour réussir à y arriver. En tant que psychologue, est-ce que c'était une bonne chose de faire ça ou pas nécessairement? Ben, ce que tu mentionnes, ça pourrait être interprété dans le registre des phobies spécifiques. OK. C'est une crainte liée à quelque chose qui est identifiable, comme par exemple les hauteurs. Oui. Bon. Puis, je ne suis pas en train de dire que tu as ce diagnostic-là, mais ça ressemble à cet élément. Parce que pour faire le diagnostic, il faudrait faire une évaluation plus complète. Là. D'accord. Mais admettons que c'est dans ce registre-là. Ce que tu as fait, on pourrait classer ça dans un exercice d'exposition immersive. C'est une immersion là, directe dans l'affaire qui te fait peur. Tu es allé comme dans le chemin le plus intense. Oui, 100%. J'ai choisi la paix. Selon la recherche là-dessus, cette méthode-là de lutte contre-phobique, là, ça me fait tellement peur que je vais le faire vraiment beaucoup. Bon, ben, c'est la méthode la plus rapide pour éteindre une phobie. Par contre, il y a une conséquence. Oui, c'était ma prochaine question. C'est que souvent, la phobie, elle va se déplacer sur un autre thème connexe. Oh non! Oui. Oh non! Ou ça va être temporaire. Parce qu'on pourrait dire qu'une lutte contre-phobique comme ça, d'immersion, c'est que tu vas saturer ton système nerveux de réaction. Là. Oui. Puis lui, il n'a pas le choix qu'à un moment donné de se dire « Ah, je suis plus capable d'être tendu. » Puis il shut down. Puis là, tu t'habitues, tu retrouves ton équilibre dans le feu de l'action. Mais ça ne consolide pas une expérience d'apprentissage sécure. C'est comme si tu forces ton système nerveux à se plier. Là, oui, littéralement. Fait que c'est comme une sorte de violence auto-administrée pour atteindre un but. Ça marche. Oui, c'est ça. J'en ris, mais c'est pas drôle. C'est ça, mais c'est pas super soft. Non, parce que comme vous dites, dès que j'ai eu fini autant le saut en bungee que le saut en parachute, on dirait que je suis devenu comme super calme. Fait que c'est comme vraiment mon système qui a shut down. Qui a shut down, c'est ça. Pour te protéger. OK. En te disant, OK, on n'a pas le choix quelque part que de prendre une distance avec ça puis de se dire, non, moi, c'est trop de tension. Puis cette mise à distance-là, qui fait baisser l'activation du système nerveux sympathique là, relié au stress, il descend. C'est pas la même chose que développer progressivement une compétence de maîtrise. Et puis, comment je pourrais développer une compétence tranquillement de maîtrise? Y a-t-il des exercices qu'on peut faire à la maison? Oui. Bien, ça touche plus un plan d'exposition progressif. Okay. Comme par exemple, on pourrait demander de faire une liste d'une dizaine de situations qui font lever l'anxiété. Ensuite, on va les classer du moins pire au pire. Puis là, on va regarder, OK, c'est jusqu'où tu es capable, là, tu te dis, là, de l'essayer. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, bien, la première situation, moi, c'est sûr que je suis capable. Je suis capable de monter au 2e, 3e palier. Puis là, ça commence à être tendu. Okay. Ça ne veut pas dire qu'on va monter jusqu'à la dernière étape qui est ça pourrait être une torture ou quelque chose de vraiment terrible. Donc, l'objectif, c'est pas de défoncer nos limites.
Mais on va essayer de trouver le plus petit succès possible. Puis là, on va faire des exercices d'exposition progressive. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait aller à une personne qui a peur des avions, on pourrait aller à l'aéroport avec la personne. Puis là, en s'approchant de l'aéroport, on va faire des mesures d'évaluation. Là, de, OK, jusqu'à quel point tu te sens anxieux là, sur 10? Hein? Oui. Puis là, quand on atteint un certain seuil qu'on a convenu, on arrête d'avancer, on reste là sur le côté. Puis là, on va faire des exercices de respiration, de régulation du système nerveux, où on va juste rester en présence le temps que le système nerveux se dise « OK, il n'y a pas de danger. » Mon anxiété me dit qu'il y en a potentiellement un, mais dans la réalité, il y en a-tu un? Puis le temps de rebalancer ça, mon imagination qui s'emballe, et la réponse nerveuse avec la réalité, bien là, ça peut prendre une 20aine de minutes. Mon Dieu, c'est assez rapide quand même. Quand même. Mais ça, c'est parce que le système nerveux, il réagit beaucoup aux hormones qui circulent dans notre sang. Okay. Puis l'hormone, une des 2 hormones reliées au stress, c'est le cortisol. Ouais. Mais dégrader la cortisol, là, briser les molécules qui tournent en boucle dans notre sang, là, ça prend une 20aine de minutes. Si on arrête d'en ajouter. Là. OK. Parce que si on continue à pousser trop la limite, là, ça va être pire. Ça monte, ça monte, ça monte. Puis en situation de choc rapide aussi, il y a l'adrénaline qui s'en mêle. Puis l'adrénaline, elle, ça prend environ 1 heure, là, sans remettre ça d'un coup de fouette. Oui. Et puis, vous avez dit tantôt de pratiquer la respiration. Ça, je trouvais ça super intéressant. Et puis, est-ce que la méditation est une bonne technique pour quelqu'un qui est anxieux puis essaie de graduellement... Moi, dans certains contextes, oui, mais pas dans le contexte de l'exposition comme on vient de discuter. Parce que ça serait comme un peu forcer la détente dans un lieu de tension. Fait que ça, il y a beaucoup de confusion sur l'utilisation de la méditation, je crois, dans la population. Oui. Fait que j'aimerais ça qu'on en parle un peu. C'est comme si la méditation, ça voulait dire relaxer. Oui. Mais c'est pas ça. Moi, j'aurais le goût de vous dire que la méditation, c'est l'étape 3. Donc, l'étape 2, juste avant, ce serait la pleine conscience. C'est savoir approfondir notre contact avec la réalité du moment présent. Puis, l'étape 1, ce serait la réorientation attentionnelle. Fait que dans le feu de l'action, là, on est anxieux. Toute notre attention va vers la cible de ce qui nous fait peur ou ce qui nous rend tendu, c'est ce qu'on appelle l'hypervigilance. Donc, cette hypervigilance-là, l'étape 1, c'est réapprendre à la remettre adéquatement dans les 2 directions. On brise le hyper en le séparant en 2 directions. Une partie vers moi, comment je me sens, donc écoute corporelle, et une partie d'observation de la réalité sur les enjeux externes. Y a-t-il une menace? La lumière, est-ce qu'elle m'agresse? Là, est-ce que j'ai chaud? Donc, quand on sait se promener des 2 côtés de la frontière comme ça prédispose beaucoup plus à se connecter ensuite à l'étape 2 dans la pleine conscience, qui est l'appréciation de ce qui se passe pour de vrai. Puis on peut faire des exercices de pleine conscience vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et la méditation, ensuite, quand on réussit à y aller, c'est pas un exercice de relaxation. C'est un exercice d'approfondissement, de maîtrise de la présence. Oh. Puis il y a beaucoup de gens qui vont mal l'interpréter ou qui confondent un peu ces 3 niveaux-là. Ouais. C'est pas des appellations uniformes. OK. Et moi, je valorise vraiment pas l'application de méthodes de relaxation tout de suite, puis notamment pas dans une crise d'anxiété. OK. Je valoriserais plutôt la dépense de l'énergie associée au stress. Ça, comment Ce serait peut-être de monter, descendre des escaliers pendant 5-10 minutes. Aussi simple que ça? Bien, c'est parce que si votre corps est anxieux, tendu, puis il est chargé d'hormones de stress, là, puis que vous, il dites, là, OK, là, tu devrais te détendre. Ce que vous êtes en train de dire avec votre tête à votre système nerveux autonome, c'est, tu sais, la situation qu'on vit présentement, on ne l'aime pas, il faudrait qu'elle change. Fait que le corps, il dit, d'accord, j'ai compris qu'on n'est pas bien, voici l'hormone de stress pour nous sortir du problème. Puis là, la tête reçoit ça, fait, ah! J'aime vraiment pas ça. Fait qu'elle renvoie un message au corps, on est en danger, sors-nous de là, voici l'hormone de stress. Ah, j'aime vraiment pas ça. Oh non. Fait que c'est une boucle sans fin d'anxiété qui s'auto-alimente quand on résiste. Solutionner ça, ce serait peut-être de commencer à dire, OK, oui, je suis anxieux présentement. OK, là, je sais que mon corps il est bourré d'hormones de stress. Il faudrait d'abord que j'élimine et que je régule mon stress avant de faire des exercices de détente. Pas forcer mon corps à se détendre. Fait que là, on va bouger un peu, quelques squats, on monte des marches, on descend des marches, on respire. Puis là, ensuite, peut-être qu'on va pouvoir s'installer dans un état méditatif ou faire des exercices de relaxation.
OK, ça c'est super intéressant. Puis là, vous venez de dire quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Quand on est anxieux, je trouve, on a l'impression que on n'est plus capable de réfléchir, on est plus capable de. Tout va vite. Est-ce que, là, vous avez parlé de faire des squats, de monter ou descendre les marches, mais quelqu'un qui est chez soi ou quelqu'un qui est en public, puis quelqu'un qui fait de l'anxiété sociale, ou y a-tu des exercices ou peut-être une certaine façon de commencer à se parler pour s'aider à se détendre mentalement et un peu comme, OK, je suis pas en danger, ça va bien aller. Ben, une des plus puissantes clés pour commencer ça, c'est la validation. Validation, ça veut dire oui à l'expérience. Mais donc, de l'accepter l'anxiété, OK. On pourrait dire que ça serait l'étape 2. Okay. La validation, c'est juste nommer un mot sur ce qui est en train de se passer. Comme par exemple dire, OK, là, je me sens pas bien. Ouais. Je me sens vraiment à l'envers, hein? Oui, c'est vrai, ça. Parce que j'aime pas les foules, moi. Non, c'est vrai, j'aime pas ça. Cette expérience-là de validation, c'est pas de la complaisance. C'est juste de commencer à ouvrir la porte sur ce que je vis. C'est vrai que je me sens tendu présentement. Puis là, comme tu vois, je mets mes mains ici, là, parce qu'on est souvent tendu dans ce coin-là quand on est anxieux. Fait que c'est comme un geste de réassurance d'aller vers soi puis de se coller. Tout comme il y a beaucoup de gens qui se cognent le coude puis qui mettent leurs mains comme ça. Oui. Pourquoi on fait ça? Ben, c'est que ça provoque un signal réflexe dans le cerveau qui dit la blessure est prise en charge. Regarde, attention et soin. Regarde, c'est pas arraché. Là. Ça fait baisser la perception de douleur. Wow! Mais l'anxiété, c'est les mêmes circuits. On pourrait dire si je réponds à l'appel là où c'est tendu, ben, ça va provoquer l'activation des circuits réflexes dans le cerveau qui vont dire ah, la souffrance est prise en charge. OK, c'est correct. D'abord, on peut baisser le signal. Parce qu'à la base, ça voulait juste nous protéger. Fait que s'il y a quelqu'un qui apparaît pour en prendre soin, c'est le début de l'apaisement. Donc, on le valide, on l'accepte. C'est vrai que c'est à moi de m'en occuper, dans le fond, si c'est récurrent dans le moi. Étape 3, humilité. C'est plus simple que ce que je pensais, même. Mais maudit que j'ai de la misère à faire ça. Il va falloir que j'aille chercher de l'aide. Là, autocompassion, qui permet d'aller chercher de l'aide de quelqu'un d'autre. Fait que si on les résume, alors, ce serait faire de la validation, de l'acceptation, de l'humilité. Autocompassion. Puis quand on sera sorti de la vague anxieuse, là, on peut aller à l'étape 5 qui serait la gratitude. C'est tirer un apprentissage de l'expérience difficile puis dire ouais, j'ai pas aimé ça, là, mais merci anxiété là, d'avoir traversé ma vie. Maintenant, j'ai compris que je peux m'occuper de ça. La prochaine fois que ça va arriver, parce que ça risque d'arriver, je vais savoir mieux comment m'en servir. Mais c'est rare les gens qui font ça parce qu'ils sont souvent en résistance dans les premières étapes. Ben oui. Donc, si vous voulez commencer à travailler sur votre stress, sur votre anxiété, faites juste utiliser la porte d'entrée de la validation. Dire, oui, c'est vrai présentement qu'encore une fois, ça se réveille en dedans de moi. Puis si vous êtes capable d'aller sur l'acceptation de soi, dire, donc c'est à moi de travailler sur ça, je vais prendre une responsabilité sur la suite. Pas une responsabilité sur l'origine. Ouais. Parce qu'on n'est pas tous responsables de ce qui nous est arrivé dans la vie. Ben non. Mais on peut-tu prendre une responsabilité partielle à partir de maintenant? C'est là que le contact avec soi-même peut commencer à construire de la sécurité. C'est tellement intéressant parce que, tu vois, moi, ma vision avec l'anxiété, c'était de me battre contre. Puis là, plus je t'écoute, c'est de travailler avec, en fait. Mais c'est que tu te traites comme si tu étais ton propre ennemi. Oui. Puis comment tu peux gagner contre toi-même? Ça va dans être le fond, si tu gagnes contre toi-même, tu viens de te faire perdre. Ben oui, totalement. Ah merde, là, j'ai perdu. Mais non, mais je voulais gagner. Fait qu'il y a des concepts, ça, appliqués à l'économie, aux transactions comportementales, puis qui s'appelle la théorie des jeux à somme non nulle, qui est très intéressant. C'est quoi? C'est un théorème mathématique qui a gagné des prix Nobel, d'ailleurs, qui dit qu'il faut viser des actions dans lesquelles il n'y aura pas de perdant. Il ne faut pas que la somme, ça soit un gagnant, un perdant. Il faut que ça soit soit on gagne tous ensemble, soit il n'y aura aucun gagnant. Wow! Fait que, adopter cette attitude-là de il ne doit pas y avoir de perdant, ça nous renvoie constamment à l'humilité. De dire, là, il faut que je cherche à construire quelque chose qui a de la valeur. Je ne suis pas mon propre ennemi. Nous ne sommes pas des ennemis. Puis là, on va essayer de créer quelque chose qui a plus de valeur, qui n'aurait pas existé si on n'avait pas fait cet effort-là. Mais adopter cette même attitude-là face à son anxiété, ça permet de dire, OK, c'est là pour une bonne raison, l'anxiété. Ça me fait chier, j'aime pas ça. Mais, OK. Et si ça servait à quelque chose, ça servirait à quoi? À me préparer à un danger potentiel. Là, je peux vérifier, y en a-tu un? Puis s'il y en avait un, tant mieux, je suis prêt. Ben oui. Mais s'il n'y en a pas, OK, là, je suis en train de voir la différence entre mon imagination et la réalité.
Là, ça me permet d'aborder un autre exercice qui est la restructuration cognitive. Je peux faire un journal même de ces deux enjeux-là. Par exemple, séparer une ligne en deux, puis mettre d'un côté mon scénario imaginaire que je me fais, là, anxieux, comme par exemple, je suis sûr que là, je vais taper dans le micro, là, puis ça va faire un son désagréable qui va scraper le podcast. Mhm. Puis de l'autre côté, dans la réalité, c'est j'ai touché au micro une fois depuis le début de l'entrevue. Mhm. Ah, OK. Fait que finalement, c'est beaucoup moins chargé en danger que mon scénario catastrophe que je m'étais fait. Puis les gens qui ont des journaux comme ça de restructuration, ils font la suite, tu sais, de toujours cette double entrée-là. Puis quand ils en ont une vingtaine, une trentaine de recodages, ils peuvent faire le bilan, dire je m'aperçois que mon esprit est souvent tendu à 8 sur 10, mais que dans la réalité, j'ai souvent des expériences de tension à 3 sur 10. Ben oui. Ah, je suis en suradaptation dans ma tête. Fait que là, ce regard-là, c'est comme si on quitte le monde des perceptions pour entrer dans le monde des perspectives. Là, tout d'un coup, ce qui m'apparaissait à être un mur d'anxiété, je me suis tassé, je vois que c'est une vague. C'est plus un mur. C'est une vague qui va passer. Je vais la laisser passer. Je vais arrêter de m'opposer à elle. Ben oui. Merci, anxiété, de m'avoir protégé pendant ce que j'étais absent puis que j'étais sur le pilote automatique. Puis dans le fond, notre anxiété, là, je t'écoute puis je trouve ça extrêmement intéressant. C'est presque une bonne chose parce qu'elle nous prépare, fait qu'on travaille avec. Oui. Puis on pense, je trouve que surtout notre génération, on parle souvent de il faut l'éliminer, il faut l'enlever, mais c'est de travailler avec, c'est d'apprendre quand je pourrais dire, de l'avoir de notre côté finalement. C'est un peu de... Oui, mais ça, c'est relié, je crois, à une vision où les gens vont parler des émotions comme étant des émotions positives et négatives. C'est déjà là qu'est le piège. Parce que dans les 5 émotions du corps humain, c'est des petits noyaux dans le cerveau. Là, on l'a tous, peu importe la culture. C'est joie, tristesse, colère, peur, dégoût. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, là, il y a 4 émotions négatives pour une émotion positive. Mais ça renvoie à l'idée qu'il faudrait les enlever, les émotions négatives. Négatif, éliminé. Ouais. Mais ils ont une fonction. C'est des émotions désagréables et non pas négatives. Fait que là, je viens de trouver des mots qui me permettent de laisser de la place à quelque chose envers lequel j'étais en lutte avant. C'est pas mauvais d'être en colère. C'est un signal d'alarme qui vous dit « J'ai besoin de me faire respecter! » C'est pas mauvais d'être triste. Ça baisse mon énergie pour me dire « Oh, j'ai vécu une perte terrible. » Fait que dans le fond, ça vous aide à récupérer quelque chose en lien avec la perte ou à commémorer. C'est pas mauvais d'avoir peur. Ça vous met en alerte pour vous dire, vérifie s'il y a un danger. C'est pas mauvais le dégoût. Ça vous permet de vous dire, je suis tanné de faire ça. Donc arrête de le manger si ça t'écoeure. Arrête de faire cette expérience. Mais les gens qui voient les émotions désagréables comme des émotions négatives sont en lutte contre eux-mêmes. Et c'est la même chose avec l'anxiété. Si on se laisse pas toucher par l'anxiété, on passe à côté d'un précieux signal qui voulait nous dire « Fais attention. » Fais-tu attention? Puis là, si on fait attention, OK, ça commence à se réguler. Mais c'est pas toujours possible, par contre. Parce que quand ça devient un trouble anxieux, là, ce genre d'outil-là peut devenir très, très difficile à appliquer. OK. C'était un peu vers là que je voulais aller. On a parlé de troubles anxieux, on a parlé d'anxiété aussi, je veux dire l'anxiété ordinaire, entre guillemets. Oui. Puis aussi, il y a des gens qui font l'anxiété de performance, l'anxiété sociale. Comment on réussit à décortiquer tous ces types d'anxiété-là? Est-ce qu'on peut tous les régulariser de la même technique? Est-ce qu'il y a des techniques différentes pour chaque type d'anxiété? Comment est-ce qu'on s'aide avec ça? Oui, il y a plusieurs manières de l'aborder. Puis pour évaluer la présence d'un trouble mental, ça demande une compétence particulière. C'est un acte réservé au Québec au niveau de la loi. Ça demande des professionnels qui sont habilités à le faire. Parce qu'il faut faire des diagnostics, pas juste en lisant des critères diagnostiques dans le manuel. Il faut faire des diagnostics différentiels. Ça veut dire qu'il faut être capable de faire la différence. Il y a beaucoup de gens qui vont mélanger anxiété avec réaction post-traumatique. C'est pas la même chose. C'est quoi la différence entre les deux? Une personne qui est en réaction post-traumatique, c'est un état d'alerte. C'est comme si le souvenir du trauma se réactive comme s'il était en train de se revivre présentement. Mais ça, c'est pas les mêmes structures du cerveau que l'anxiété. Même si ça provoque également des symptômes anxieux, parfois, c'est mieux expliquer la souffrance de la personne par le vécu antérieur post-traumatique. Mais pour être capable de démêler tout le cortège des troubles mentaux,
Nous, on a des manuels standards, on va dire, reliés à la classification des troubles mentaux. OK. Puis pour faire le tri dans tout ça, ça prend une évaluation rigoureuse, ça demande beaucoup d'expérience. Puis il y a parfois des professionnels qui ont une préférence ou une compétence accentuée sur un thème, mais moins sur un autre. Mais en gros, on essaie de respecter ici au Québec là, au moins un des manuels généralement reconnus, là, qui est le DSM ou la CIM. Ça, c'est la classification internationale des maladies là, par l'Organisation mondiale de la santé. Alors que le DSM, c'est plus un manuel américain qui est construit pour fitter avec le système des assurances américains aussi. Fait que parfois, les classifications ne sont pas super d'actualité culturelle. OK. Fait que pour traiter quelqu'un qui a un trouble d'anxiété, là, il faut vraiment plus niveau clinique. Oui. Ça prend d'abord une bonne évaluation. Ouais. Parce qu'un trouble anxieux peut se manifester avec plusieurs autres facteurs concomitants. On appelle ça la comorbidité. Fait que ça ne va pas faire la même porte d'entrée, là, tout dépendant comment le trouble s'est constitué. On pourrait dire qu'il n'existe pas un seul trouble phobique, il n'existe pas un seul trouble panique. Puis même si on peut expliquer des tendances générales sur des soins, il y a différentes options. Là. OK, c'est très difficile à dire. Puis comment... Là, vous avez dit, ouais, c'est ça, c'est en clinique. Mais pour les gens qui nous écoutent à la maison, comment eux peuvent différencier qu'ils font potentiellement un trouble ou potentiellement juste de l'anxiété? Ça serait probablement au niveau de l'évaluation du handicap fonctionnel. Donc, est-ce que cette anxiété-là, cette crainte, cette peur très vive vous empêche de faire des activités? OK. Parce que si ça devient un handicap dans lequel vous devriez y aller pour réussir tel projet ou pour réussir à vous alimenter, puis là, ça vous handicape, vous bloquez, vous n'êtes pas capable, là, probablement qu'on commence à glisser vers le registre du handicap. OK. Puis ça sert à ça, les diagnostics de troubles mentaux, ça sert à poser une marque qui dit il y a vraiment présence d'un handicap fonctionnel, d'une souffrance également cliniquement significative. Et puis, est-ce que, en tant que psychologue, est-ce que vous entendez des déclencheurs courants, un peu, mettons, pour les jeunes, mettons, les adolescents au secondaire ou les jeunes adultes de 18 à 30 ans? Ou y a-tu... Il y en a un qui est un méga déclencheur. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, ça s'appelle la comparaison. Wow! Mais oui! Ça, c'est la source de l'insatisfaction, d'ailleurs. Puis il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus, notamment dans les entreprises. Parce que quand on voit les gens qui reçoivent un salaire puis qui ont des clauses de non-divulgation de leur salaire, les gens sont bien contents. Mais que lorsqu'ils ont le droit, tout d'un coup, de partager leur salaire, les gens, ça commence à se comparer entre eux autres, à dire, moi, j'ai plus d'années d'anxiété. Plus d'anxiété. Oui, c'est ça, plus d'années d'anxiété, plus d'années d'ancienneté. Après ça, je suis allé chercher une formation qui n'a pas été reconnue, l'autre est reconnue, puis là, les gens se comparent et deviennent très, très malheureux. Puis peut-être que les auditeurs pourraient aller sur YouTube, faire un petit tour, là, puis chercher expérience de comparaison sociale des petits singes. Parce qu'il y a des démonstrations de ça en laboratoire dans lesquelles il y a comme des cages en verre dans lesquelles il y a deux singes qui se voient. Là. Le premier singe de ce côté-ci, on va mettre une roche dans sa cage, puis on met la main comme ça. Puis dès qu'il met la roche dans la main de l'expérimentateur, on lui donne un morceau de concombre anglais. Là, le petit singe, il est tout content. Il est vraiment content. L'autre singe à côté, on met une roche, on met la main. Quand il me donne la roche, on va lui donner un gros raisin rouge juteux, là, vraiment sucré. Là, puis là, on retourne au premier, on met la roche, il redonne la main, puis il redonne un concombre anglais. Ben, lui, vu que l'autre a eu un gros raisin rouge, il est tellement fâché, là, il pogne le concombre et il garoche à l'expérimentateur par le trou. On retourne au deuxième. On y redonne la roche, mais dans la main, on redonne un gros raisin rouge. Mais quand on retourne une troisième fois à l'autre, là, quand il redonne la roche, il ne redonne pas la roche. Il prend la roche, il la cogne partout dans la cage, puis il la garoche partout, puis il ne se rend même pas jusqu'au concombre. Puis là, on pourrait se dire, mais voyons, il était si heureux au début quand je lui donnais mon petit concombre anglais. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est de la comparaison qu'émerge une profonde insatisfaction. Fait que ça... Tout le monde, autant les jeunes que les moins jeunes. Puis... Fait que les adolescents dans les écoles secondaires, c'est un enjeu extrêmement sensible, à la comparaison, parce qu'on voudrait donc se fondre dans la masse. Hein? Mais oui. On voudrait donc être reconnu par notre groupe de pairs. C'est plus la famille qui devient la priorité, c'est les amis. 100%. Puis là, il y a les idoles, puis les modèles, puis l'identification à certains influenceurs, à certains artistes. Mais oui. C'est tellement puissant, là.
Mais c'est une profonde source de souffrance aussi. Et puis, comment on peut... Ben, j'ai envie d'éviter ça, mais c'est sûr ça va être difficile. Surtout, je trouve, comme vous dites, comme tu dis, au secondaire, on veut tellement plaire, on veut tellement être cool, on veut tellement fitter dans l'eau. Fait qu'on a tendance à se comparer. Mais y a-t-il une façon qu'on peut peut-être éviter ça, la comparaison, ou travailler encore une fois avec? L'idée, ce ne sera pas d'éviter, parce que l'évitement, c'est une stratégie qui amplifie l'anxiété. OK. Ouais. Mais on va plutôt trouver une manière de réorienter son attention. On va la réorienter notamment sur la gratitude. C'est-à-dire, je récupère mon esprit anxieux là, qui me compare avec les autres, là, qui est en hyper-vigilance externe. Je récupère ça vers l'intérieur puis je dis, qu'est-ce qui est déjà beau dans ma vie que je suis complètement en train d'oublier là, présentement? Là. Reconnaître le beau déjà présent. Fait que je vais le faire. Je vais te dire 3 affaires agréables et merveilleuses qui me sont arrivées depuis ce matin, OK? La première chose, ça a été le goût de mon café. J'ai trouvé qu'il goûtait très bon, ça. Ensuite, j'ai profondément apprécié le message d'amour que j'ai reçu de ma conjointe pendant que je m'en venais. C'était beau, là, c'était beau. Là. On a partagé un beau moment, ça. Puis la troisième gratitude, c'est la possibilité d'avoir mon chien avec moi aujourd'hui. Wow. Fait que réactiver à l'intérieur de nous le souvenir de ce qui est beau, de ce qui est déjà présent, ça va permettre à notre cerveau d'activer ces circuits-là, et ce sont ces circuits-là qui vont être consolidés aussi pendant la nuit. Parce qu'un apprentissage, c'est une consolidation d'un circuit. C'est dans la phase de sommeil profond lorsqu'on va se coucher. Fait que demain, là, vous allez être meilleur pour faire ce que vous faites aujourd'hui. Fait que si vous avez résisté contre votre anxiété, que vous luttez contre, que vous ne voulez pas être anxieux, ce que vous êtes en train de consolider dans votre cerveau, c'est OK, hein, rappelle-toi qu'il faut lutter contre l'anxiété. Hein? Rappelle-toi qu'on n'aime pas ça. Là. Fait que là, il y a des gens qui se craignent de cette manière-là puis qui consolident des circuits de plus en plus rigides. C'est de l'alimenter aussi, j'imagine, de cette façon-là. Et si on prenait un petit temps là, pour dire, OK, qu'est-ce qui est beau déjà présent? Toi, c'est quoi que tu as vécu de plus beau depuis ce matin? Une chose? Une chose, ma copine, elle m'a appelé, elle avait un rendez-vous, elle m'a appelé après son rendez-vous, elle m'a souhaité un bon podcast, elle savait que je vous rencontrais aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça remplit d'amour. 100%. Fait que, il y a combien de gens qui vont prendre pour acquis ce genre d'interaction-là? Beaucoup. Ils vont stocker ça dans le pilote automatique en disant, j'ai d'autres choses à faire. Mais prendre le temps de le ressavourer à l'intérieur de nous, c'est relié avec la gratitude. Donc, merci la vie. Et le contentement. Savoir reconnaître que hey, mon verre est déjà plein à 80 %. Puis il y a des gens qui vont scraper le 80 % en voulant aller chercher le 20 % manquant. Oui. Est-ce que là, je déroge un peu du sujet, mais est-ce que tu as toujours été dans la gratitude comme ça? Non. Non, moi, je suis un opiniâtre, somme toute assez réactif et impulsif et un peu excessif. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. À quel moment que la gratitude a pris une... Parce que je veux dire, moi, je trouve que c'est quelque chose de très important, la gratitude. C'est quelque chose que je travaille encore beaucoup. C'est sûr, je suis très jeune, il y a beaucoup de travail à faire sur beaucoup de choses. Mais je trouve que plus je travaille dans la gratitude, plus je suis heureux, mieux je me sens, mieux je vais. Comment a été j'ai envie de dire, le tremplin pour toi de te diriger vers ça? Il a fallu des électrochocs. Ah oui, hein? Ben, ça a été le début de la santé mentale. C'est quand j'ai été confronté à des conneries que je faisais par des gens. Puis grâce à ces confrontations-là, j'ai pu me dire, oups, Là, j'ai fait preuve d'humilité, puis j'ai commencé à aller consulter moi-même. Ça a été le début de la santé mentale. Ça a pris des années. Mais des années dans lesquelles j'ai pas lâché le morceau. Je me suis dit, non, il y a quelque chose à améliorer là-dessus. Puis j'ai visé, on pourrait dire, la long run et non pas le court terme. Oui. Parce qu'on ne peut pas construire une compétence avancée d'un coup. C'est quelque chose qui se construit progressivement. Et je me suis dit, OK, il faut juste que je choisisse la bonne trajectoire. Donc ça, c'est relié à nos valeurs. Ouais. Puis choisir des valeurs, parfois, c'est renoncer à d'autres. Mon Dieu, j'aime ça, oui. Fait que j'ai choisi certaines valeurs en lien avec la santé, puis je me suis dit, go, on répète quelque chose, mais dans la trajectoire de ce qui apporte de la valeur, dans la trajectoire de la santé mentale. Puis là, des fois, ça s'éloigne un peu, ça allait de l'excès, puis la consolidation de la répétition fait qu'au final, moi, j'ai l'impression que j'ai quand même beaucoup avancé. Ben oui, totalement. Mais aux yeux peut-être d'une autre personne, il va dire, ben non, c'est sûr qu'il n'a rien fait, là, cette personne-là. Ou parfois des gens sur les réseaux sociaux qui vont me dire, ben c'est facile pour toi, tu l'as, la santé mentale. Ben non, c'est pas facile. Moi aussi, à quelque part, je porte des blessures. Ben oui. Moi aussi, je vis du stress et de l'anxiété. Mais tout le monde peut commencer à essayer de réguler
cette anxiété-là. 100%. Puis est-ce que parce que justement, là, tu disais, moi aussi, j'ai des blessures, moi aussi, je travaille avec le stress et l'anxiété. Quand tu as commencé à étudier sur justement la psychologie, tu as dû être confronté à tes blessures, veux pas. Oui. Est-ce que ça a été difficile au début de comme, oh, tu sais, c'était un peu peut-être, entre guillemets, des claques en pleine face? Oui. Là? Ah oui, je vais toujours me souvenir d'une. Ah ouais? Ça parlait du complexe d'infériorité puis du complexe de supériorité. OK. Puis là, moi, j'étais très arrogant à l'époque. Puis c'était écrit dans le livre, complexe d'infériorité, c'est une personne qui a une faible estime de lui-même puis qui prend une posture basse. Puis dans la définition du complexe de supériorité, c'était une personne qui a une faible estime de soi qui prend une posture haute. Puis là, je suis allé voir le professeur, puis j'ai dit, il y a une erreur dans le livre. Ah non, à ce point-là, oui. Il y a une erreur dans le livre, ça marche pas, parce que c'est la même définition, c'est juste la fin qui chope, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas rapport. Là. Au moins, l'auteur, il est vraiment poche. Puis là, le professeur me regardait avec un grand regard de compassion, puis il dit, ça se pourrait-tu que c'est parce que c'est un thème qui te rejoint? Oh, je dis, oh! Effectivement, il fallait que, on pourrait dire, je nettoie ou que j'aille plus vers l'humilité. Ouais. Parce que j'étais dans un complexe de supériorité. Je me prenais pour quelqu'un d'autre. Là. Je me pensais meilleur que l'auteur du livre. Mais j'étais au début de mes études. Ben oui. Mais quand on réussit à le saisir, cette opportunité-là, c'est merveilleux l'apprentissage qu'on peut faire. Il y a des gens qui vont résister contre, qui vont dire non, mets ça de côté. Là. Puis là, ils vont masquer le fait qu'ils sont dans l'erreur ou qu'ils ont une blessure eux-mêmes. Ouais. Puis ils peuvent grossir leur ego encore plus gros. Un ego grandiose et démesuré. Ben oui, totalement. Qui devient le centre du monde. Donc, on appelle ça égocentrique. Alors qu'un ego sain, c'est plus un égoïsme. C'est la capacité de s'occuper de ses besoins à soi à l'intérieur de la bulle. Puis quand j'ai fini, j'ouvre la porte, je suis altruiste, prendre soin des autres. Mais un moment donné, il faut que je vienne dormir, moi, là. Mais dormir, là, c'est égoïste parce que je pourrais finir le projet de quelqu'un d'autre, mais est-ce essentiel? Manger, là, c'est égoïste, mais est-ce essentiel? Il y a des gens qui meurent de la faim dans le monde. 100%. Mais c'est normal de prendre soin de ses besoins à soi. Puis là, on alterne entre égoïsme sain, ouvrir la porte, altruisme. Pas altruisme comme une hémorragie de gentillesse, là, à me tuer à force de prendre soin des autres. Ça, c'est une gestion des frontières saines. Ça aide beaucoup à réguler le stress et l'anxiété aussi, savoir identifier, est-ce le moment de me fermer ou est-ce le moment de m'ouvrir? Mais les gens égocentriques, on pourrait dire qu'ils sont toujours fermés puis ils ne prennent que pour eux. Moi, tout m'est dû. Wow! J'avais une de mes amies qui, c'est peut-être je trouve que c'était une métaphore un peu dans la même optique que vous dites. Elle m'avait dit, on a un vase rempli d'eau. Elle dit, des fois, ton vase est rempli d'eau, fait que tu as plein d'énergie. Puis quand ton vase est vide, c'est parce que tu as besoin de te recentrer un peu sur toi. Je trouvais que c'était une belle métaphore de justement vase d'énergie, un peu avec ce que vous disiez d'être un peu comme égoïste et altruiste. Oui. Puis je trouve ça intéressant parce qu'on entend souvent qu'être égoïste, c'est quelque chose de très mal vu. Non, c'est ça. Mais je pense qu'il y a quand même... C'est égocentrique qui porte problème. OK. Parce qu'être un petit peu égoïste, des fois, de prendre soin de nous, c'est important aussi. Là. Oui. Puis à quel moment est-ce qu'on doit dire, bon, là, je dois arrêter d'essayer de prendre soin des autres, il faut que je me concentre aussi un peu sur moi. C'est lorsqu'on a un signal d'alerte qui crie à l'intérieur de nous, comme l'anxiété, qui nous dit « Au secours, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne me sens pas bien. » Ah oui, qu'est-ce qui ne va pas bien? Puis là, c'est de l'écoute du signal d'alerte qu'on va pouvoir ensuite identifier le vrai besoin. Mm-hmm. Puis c'est en fermant la porte, ici, je réalise que je n'ai pas beaucoup de ressources, là, j'ai une petite bulle. Là. Ben, c'est en mettant de l'attention à l'intérieur ici que ça va commencer à grandir, puis à s'enrichir, puis à pouvoir, à un moment donné, être si vaste qu'il y a même de la place à l'intérieur de moi pour les besoins des autres. Parce que l'empathie, ça veut dire littéralement l'étymologie, là, dans la souffrance. Donc, avant de penser être dans la souffrance de l'autre puis de la comprendre, il faudrait commencer par ici. C'est la première règle du secouriste d'urgence, c'est de ne pas se mettre dans le trouble en voulant aider quelqu'un. Ouais. Fait que là, on fait grandir cette ressource-là intérieure. Comment on peut réussir à faire grandir notre soi, en fait? Avec de l'attention et des soins. Tu as déjà entendu, j'imagine, la fameuse phrase Maman, regarde-moi, maman, tu ne m'as pas regardé, maman, oui. Maman. Bon, puis dès que la maman va confirmer à l'enfant, dire oui, vas-y, là, je te regarde, là, puis qu'elle est vraiment focus, l'enfant, il devient confiant en lui, là, puis il explore le monde. Puis là, il suffit qu'il se blesse dans le parc à jeu, là, poum, là, la maman va voir bec et bobo, la confiance regonfle. Bon, cette ressource-là, c'est le sentiment de sécurité. Si on n'a pas beaucoup de ressources à l'intérieur de nous, on est proche du mode réactif, survie. Oh! Puis si on a beaucoup de ressources à l'intérieur de nous, c'est comme ça absorbe les chocs de la vie.
Fait qu'il faut trouver une manière d'identifier, moi, présentement, ai-je un peu de lousse ou j'en ai pas? Parce que si je suis à zéro ressource, mettons, je suis fatigué, pressé, malade, stressé, puis là, à zéro ressource, il y a 3 options possibles. Combattre, fuir, figer. Oh, wow, OK. Est-ce qu'on peut les décortiquer, les 3? Combattre, ça, c'est je vais essayer de gagner contre la menace. Fuir, c'est je vais essayer de me sauver de la menace parce que je peux pas gagner contre elle. Ouais. Puis figer, c'est je peux ni gagner ni fuir. Être paralysé, sidéré. En espérant que le loup, il court après quelqu'un d'autre là, qui est en train de se sauver là, parce qu'il ne verra pas la personne qui est figée. Mais c'est des stratégies de survie. Ça ne permettra jamais à quelqu'un d'être heureux. Mais survivre, oui. Ben, il y a combien de gens qui passent leur vie entière à être en mode réaction survie? Puis là, dès que je me donne un petit peu d'attention, dire OK, est-ce que je suis tendu, moi, là, présentement? Ben, déjà, ça fait ça de regarder à l'intérieur de soi, ça met un petit peu de perspective. Ah! Il y a déjà un petit contenant, là, ici, là. Ouais. Ben, c'est là-dedans qu'on stocke le sentiment de sécurité. C'est là-dedans qu'on stocke l'estime de soi. C'est là-dedans qu'on stocke les fonctions adaptatives. C'est là-dedans qu'on stocke toutes les options de réflexion, le discernement. Fait que quand vous allez être anxieux, stressé, tendu, c'est qu'il y a une réduction de cette ressource-là interne. Puis votre corps, il va se mettre en mode survie. Fait qu'essayez de vous sortir vous-même du mode survie avant de penser aider les autres. Wow! Moi, je dirais que j'ai un peu... Parce que là, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Je pense que c'est quand j'ai commencé à voyager, un peu tranche de vie, là, j'ai commencé à voyager plutôt jeune à cause... Je travaillais dans le milieu de la mode avant, puis j'ai commencé à voyager seul. Je pense que c'est là que j'ai commencé à prendre beaucoup confiance en moi. Je pense que le fait d'être seul, j'ai pu me regarder dans le miroir puis corriger des choses qui ne fonctionnaient pas. Pour ceux qui n'ont peut-être pas nécessairement la chance de voyager, mais dans le quotidien de tous les jours, comment on peut se regarder dans le miroir et dire, bon, je dois changer ça, je dois prendre soin de moi. Y a-t-il des techniques, y a-t-il des façons qu'on peut le faire? Ben, moi, je dirais que c'est d'apprendre à distribuer son attention volontairement sur quelque chose. Il faut enlever le pouvoir, on va dire, à notre pilote automatique de tout gérer nos choix. Il faut essayer de faire un choix conscient. Puis pour ça, il n'y a rien de mieux que de se promener des 2 bords de la clôture, c'est-à-dire, je vais prendre une partie de mon attention, je vais scanner mon corps. Est-ce que mon corps, présentement, a un besoin? Ben moi, j'ai un petit peu chaud là, dans mon corps, puis ma moustache me pique. Tiens. Correctif, ça a fait du bien. Je l'ai senti. J'ai également soif. Je vois qu'il y a de l'eau là, je peux-tu en prendre? Ben oui, c'est à vous. Fait que j'ai fait de l'attention. Là, je vais faire un soin. Check bien ça. Fait que dans le fond, avec des petits gestes simples comme ça, une mesure qui m'a permis d'identifier un besoin et l'application du geste simple me suis permis de boire la gorgée. Je viens de créer une libération d'une tension que je savais même pas que j'avais. Fait qu'imaginons quelqu'un d'anxieux, là, c'est comme s'il y a des tensions comme ça qui le dérangent toute la journée. Mais il ne sait pas là, qu'il y a des points de tension. Puis là, maintenant, on en identifie une. On dit c'est ça. Ah, tiens, OK, je vais respirer. OK, je dépose cette tension-là. Celle-là, maintenant. Puis on peut apprendre à dépouiller notre vie de tension pilote automatique avec plus de conscience de cette manière-là. Wow! Mais inévitablement, ça va revenir. Parce que ça veut nous sauver la vie. Le pilote automatique, c'est pas un ennemi. Il nous aide à économiser de l'énergie en faisant les choses automatiquement, justement. J'ai même pas besoin d'y réfléchir, ça se fait automatique. Ben, merci, pilote automatique. Mais il faudrait que je sache parfois dire un instant, là, je débarque du pilote automatique, je dis est-ce que je m'en vais dans la bonne direction, moi, là? C'est bien correct que ça aille automatique, mais est-ce que c'est ça que je voulais faire? Est-ce que c'est efficace ce que je suis en train de faire? Fait que moi, je suis constamment en train de dire à mes patients en consultation combien de pourcentage de mon attention tu penses que je te donne présentement? Wow! Vas-y, toi. Combien de pourcentage de mon attention je te donne? Moi, je dirais un 90. 50. 50? Oui. Parce que tu n'es pas la seule personne impliquée dans la conversation présentement. Je t'en donne 50, m'en garde 50. Puis dans mon 50, là, il y a plein de choses qui se passent, là. J'évalue est-ce que j'ai chaud? Est-ce que je suis confortable sur le divan? Est-ce que mon chien est correct à côté? Est-ce que les gens en studio, en régie, ils ont des signaux qui veulent nous passer? Est-ce que j'ai encore soif? Puis là, je me promène comme ça depuis tout à l'heure. Wow! Fait que s'il arrivait un problème, que le problème soit via ce que toi tu fais ou ce que tu me dis ou ce qui se passe en dedans de moi, je ne suis pas pris. Je reste libre.
Fait que comme là, il y a certaines personnes pourraient dire, le petit chien, il nous dérange. Parce que là, hey, on était concentrés. Alors que si on reste libre, on l'accueille, on le prend, puis ça fait partie de l'expérience du moment présent. Jamais pris. Mais ça, c'est juste possible si on sait débarquer du pilote automatique de temps en temps. Puis là, on accueille l'expérience, qu'elle soit agréable ou désagréable, là, je m'en occupe. Je résiste pas. Je veux pas retenir le beau là, du flow qu'on avait tout à l'heure, puis je veux pas non plus bloquer le pas beau des imprévus qui pourraient arriver dans l'expérience. Ben, c'est ça qui permet de dissoudre l'anxiété en s'ajustant avec le réel niveau de défi. Et pour ça, il faut être présent des deux côtés. Puis là, on parle de présent. Tantôt, tu as parlé de pleine conscience. J'ai adoré ce terme. Comment on peut rentrer en pleine conscience? Comment ça fonctionne? C'est quoi le travail, le défi? Bien, là-dessus aussi, il va y avoir plusieurs écoles de pensée. Donc, je vais vous en présenter une, mais sachez que ce n'est pas la seule qui existe. Bon. Dans la pleine conscience, c'est comme si on va essayer d'ouvrir notre attention à une expérience réelle, mais plus globale. Puis pour l'illustrer, moi, je fais souvent mettons, j'utilise un sens que je sais que la personne apprécie particulièrement, comme si la personne a un tic vocal en thérapie, puis elle dit écoute, fait qu'écoute, blablabla, écoute, là, je présume que c'est une fonction importante pour elle. Fait que là, je vais dire on va faire un exercice de pleine conscience. Dis-moi tous les sons que tu entends présentement. Donc là, fais-les, on va le faire. Écoute. Dis-moi tous les sons que tu entends. OK. J'entends le clavier. J'entends à l'extérieur certains bruits. Wi-Fi tantôt qui s'est shaké. Ensuite de ça, votre voix, ma voix. Peut-être le bruit un peu de mon fauteuil. Fait qu'on en a 5. Ouais. Pour entrer en pleine conscience, ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est d'essayer de toutes les écouter en même temps, sans sauter de l'un à l'autre. Puis s'il y en arrive des nouveaux, on les prend. Puis s'il y en a qui sont plus là, on les laisse partir. Mais c'est comme si, plutôt que sauter, on va essayer de faire ouvrir comme ça notre attention auditive. Fait qu'on l'essaie dessus quelques secondes. Oui, je suis vraiment curieux. On essaie de toutes les saisir en même temps. Je vois que tu as réussi. Parce que tes yeux sont comme devenus tout un peu dans le flou comme ça. Tu as comme décroché de ton focus attentionnel avec tes yeux. Ouais. Puis ça me permet de constater que tu étais pleinement dans ton écoute attentive. Puis là, on l'a fait 2 secondes. Ouais. Mais la pleine conscience, on peut passer plusieurs minutes à faire ça, même dizaines de minutes. Ah oui. Mais c'est d'ouvrir son expérience, puis parfois de commencer par des perceptions ou des sensations. Ça permet d'introduire les individus au concept de pleine conscience. Mais après, on peut dépasser ce niveau-là. On peut aller dans la pleine conscience des mouvements affectifs, observer la tempête qui s'agite en soi, observer les îlots de calme et de paix qui s'entrechoquent ou s'entremélangent. À un moment donné, on peut même faire de la pleine conscience sur les pensées. Moi, j'aime bien dire que parfois, je gère mes pensées qui passent. Là. Je me dis, j'ai cette préoccupation-là qui me traverse beaucoup, je l'aménage ici. Fait que ça, je vais m'en occuper tantôt, je ne l'oublie pas. Mais plutôt que je sois en résistance ou qu'elle m'aveugle, je dis non, OK, cette pensée-là, je m'en occupe tantôt. Puis aménager son esprit, c'est aussi possible que aménager une pièce. Mais pour quelqu'un qui n'a pas d'entraînement, ça peut sembler bien bizarre de dire ça. Ah ouais, aménager son esprit. Moi, je n'ai pas le contrôle sur ce que je pense. C'est comme un tourbillon. Ouais. Fait que c'est parce que c'est trop rapide alors. Il ne faut pas commencer avec la pleine conscience mentale. On descend d'un étage de simplicité. On est-tu capable d'observer la tempête d'agitation affective? Si ce n'est pas possible non plus, on descend dans le corps. Puis ça, c'est un dicton dans le monde du moment présent. Ça dit comme suit, il faut entrer dans le corps pour pouvoir le dépasser. Wow, j'aime ça. Il faut entrer dans le corps pour pouvoir le dépasser. Fait que tous les éléments d'hygiène de vie, là, basés sur bien dormir, bien manger, bouger de manière régulière, modérée, température, respiration, régulation des plaies, des maladies, des douleurs, l'élimination, la lumière, les vibrations, la symbiose avec les autres formes de vie. Bon, ben, ça, c'est des besoins corporels. Mais si on les néglige, c'est même si je veux monter à des niveaux plus complexes de soins de soi, c'est un peu contre-productif. Moi, j'ai vu des gens là, qui essayaient de traiter leur anxiété avec des théories très compliquées puis des lectures. Puis après avoir fait l'évaluation avec la personne, là, je réarrange les histoires. Là, c'est jamais de vraie histoire. Ben non. Mais c'est que la personne, elle avait un diabète puis elle déjeunait pas le matin. Fait que ce qu'elle pensait qui était de l'anxiété, en réalité, c'était son corps qui était en roche de crise de diabète.
Fait qu'en instaurant un mode de vie alimentaire dans lequel il y avait un apport pour déjeuner le matin d'éléments, même si la personne n'a pas envie, mais ça a l'air que c'était important. Ben oui. Ben, son anxiété a fait... C'est sûr. Parce que le signal d'alerte était là. Ça disait, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Mais la personne a continué sa routine sur le pilote automatique en se négligeant elle-même. Fait que moi, dans mon plan de traitement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé de commencer à déjeuner. Puis ça lui a permis de résoudre un des problèmes de base qui a fait descendre toutes les tensions. Fait que l'anxiété avait plus de lieu d'être sur cet élément-là. Ce que je retiens beaucoup depuis le début de notre conversation, puis je trouve autant quand tu parles de toi qu'avec tes patients, c'est que tu travailles avec ton corps. J'ai l'impression qu'on a, puis même travaille aussi avec tes pensées, avec ta tête. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a tendance à travailler contre, vraiment faire l'inverse. Tu sais, je parle moi-même, comme je disais, l'exemple que j'avais donné au début avec l'anxiété, que quand j'avais fait du bungee, je fightais, je m'excuse de l'anglicisme, mais vraiment contre mon anxiété. Mais tantôt, tu disais que tu laisses tes pensées aller. Parfait, je vais la classer là. Après ça, je vais en classer un autre. L'anxiété ou le stress, tu disais, je l'accueille, je travaille avec. Est-ce que tu as toujours eu cette sagesse-là ou cette maturité-là, je pourrais dire? Non. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai déjà été très arrogant, très hautain. Je manquais de savoir-vivre. Il a fallu que je l'apprenne. C'est pas toujours quelque chose qui a été inné en dedans de moi. Moi, j'étais très sensible. Ça a toujours été là. J'étais très sensible, mais je savais pas comment gérer cette sensibilité-là. J'ai pas eu les modèles, on pourrait dire, ou de la guidance quand j'étais jeune. Je me suis pratiquement élevé tout seul. Fait que ça a fait beaucoup de lacunes. Mais lorsqu'on prend en main la suite des choses, c'est là que ça peut se corriger. Donc moi, je suis très confiant. J'ai beaucoup d'espoir quand je vois quelqu'un arriver en thérapie qui est blessé ou qui est perdu dans sa vie ou dans sa tempête. Là. Ça ne crée aucunement de la confusion à l'intérieur de moi parce que je sais qu'on peut s'améliorer. Je sais qu'on peut créer des petits points d'ancrage qui vont servir de palier de compréhension. Puis à force mané de cumuler ces petits points-là, ça fait un step-up, un grand pas de prise de conscience. Ah, c'est ça que tu voulais dire par sentiment de sécurité. Et là, moi, quand je vois apparaître ça chez un client, là, je me dis, c'est formidable, c'est formidable. C'est ce qu'il y a de plus beau. Ben oui, c'est sûr. Fait qu'il est faux de croire que les gens ne font que pleurer ou être en souffrance en bureau de consultation. Bien souvent, sont dans l'émerveillement aussi. Ils font des prises de conscience incroyables. Puis moi, ça vient me connecter directement dans mon cœur à moi, là, où je me souviens avoir fait cette prise de conscience-là. Wow! Est-ce que justement, tu as un peu tendance à te revoir un peu dans tes clients, de dire, hey, j'ai été là à un certain point, je sais qu'ils peuvent s'en sortir, puis je m'en suis sorti? Oui, je vais te dire un secret même. Parfait. Dis-les pas. Okay? Parfait. Parfois, j'ai des patients qui m'apprennent des affaires sur la santé mentale parce qu'ils maîtrisent encore mieux que moi. Wow! Hein? Puis là, je les facture quand même. mais c'est un peu pour rire. C'est pour dire que parfois, il y a des gens qui vont faire des apprentissages et des fulgurances tellement puissantes là, que je me dis « Wow! » Puis là, moi, je le partage aux gens en toute authenticité. Je dis « Aujourd'hui, c'est moi qui ai appris quelque chose sur la santé mentale. » Puis là, les patients font « Ah ouais? » Il dit « Mais pourtant, c'est toi qui me l'as appris, ça. » Ça, ben, moi, je trouve que tu l'as transformé à ta sauce, puis c'est encore mieux que ce que moi, je pense que je t'ai dit. Wow! Fait qu'en toute humilité, en toute authenticité, dans le partage réel, ça fait des choses incroyables. Mais c'est sûr. Ça, je veux dire, ça prend beaucoup de maturité et beaucoup d'humilité pour accepter ça, puis quand même que tu dises à tes clients, ben tes patients, en fait. Je dis les deux thèmes. Oui, que les deux se disent. De dire à tes patients, c'est toi qui m'as appris quelque chose. Même pour le patient, de recevoir ça, ça va être extraordinaire. Il ne faut juste pas que ça crée de la confusion de rôle. OK. Mais les renversements de rôle, ça peut être d'ailleurs un outil très puissant ça, pour faire du modeling ou pour montrer à quelqu'un comment vivre une émotion ou comment être dans l'authenticité. Mais il ne faut pas que ça crée de confusion. Okay. C'est-à-dire que c'est pas moi qui va aller me confier à mon patient pour dire hey, là, OK, là, c'est à mon tour, là, je vais te parler de moi. Non, ça serait une confusion de rôle. D'accord. Mais le renversement temporaire et transitoire à des fins éducatives, moi, quand je le fais, ce dévoilement-là, ça a pour but d'accentuer l'apprentissage de la personne. Oui. Ça n'a pas pour but, c'est pas impulsif et une ratée, on va dire, de ma contenance. Ben non. C'est pour aider la personne en humanisant l'échange, en disant wow, c'est merveilleux. Ça. Ben oui, totalement. Et puis, depuis le temps que tu pratiques, est-ce que tu vois une augmentation de l'anxiété, réduction, ou est-ce que les gens en parlent moins, plus? Non, moi, je trouve que c'est pas mal standard. Oui? Oui, j'ai pas vu de différence.
Est-ce que c'est un... Peut-être parce que je trouve avec les réseaux, moi, je suis en tout cas plus conscient de ça. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète un peu dans le futur, de voir autant de jeunes qui font de l'anxiété très jeunes ou non, c'est un peu normal? Aujourd'hui, l'anxiété s'est peut-être rendue plus visible. Ouais. Les gens en parlent, les gens sont moins dans la stigmatisation. Il y a moins de tabous. Mm-hmm. Fait que, oui, il y a des gens qui vont se faire humilier sur la place publique, parfois, à cause de ça, qui vont se faire beaucoup critiquer. Mais en même temps, la prise de parole, l'amener sur la place publique, ça va aider à ce que ça ne soit plus un secret interdit. Il y a peut-être des gens que leur anxiété, parce qu'ils n'avaient pas le droit de la vivre, ça s'est transformé en trouble adaptatif ou en dépression, voire même en risque suicidaire avancé. Puis là, maintenant, parce qu'il y a un mot pour décrire ce phénomène-là, ça les aide. Donc, je ne suis pas inquiet. Moi, pour l'avenir, au contraire, je pense que la santé mentale s'est rendue de plus en plus quasiment glamour, entre guillemets. Il y a des gens qui, en soirée, vont dire, ils vont jaser de ce que le psychologue se dit entre eux autres. Oui. On est comme un peu en retard, ça, de 10 ans sur la culture américaine de la côte Est. Là. Ouais. C'était comme populaire dans les grandes métropoles il y a une dizaine d'années. Là. Les gens qui parlaient de leur psychologue, puis de qu'est-ce qui se passe avec ça, puis ils se vantaient quasiment d'avoir le meilleur. Mais aujourd'hui, ça devient un peu comme ça. Mais je trouve ça bien, justement, de normaliser la santé mentale, d'en parler plus. Je trouve que, justement, ça pousse les jeunes et les gens à s'ouvrir aussi. Tu sais, mettons, je pense à l'époque de mes parents, de mes grands-parents. Tout le monde allait bien. Personne n'avait rien, tout le monde allait bien. Mais tu sais, je suis comme, au fond d'eux, il y en a beaucoup qui avaient des problèmes et qui gardaient tout en dedans. Ouais. Aujourd'hui, de normaliser ça et d'en parler, on peut avoir plus de notions, on va avoir des meilleures ressources aussi pour s'en sortir, pouvoir s'aider. Je trouve que c'est quelque chose de super important. Si tu avais un conseil à donner pour être mieux avec soi-même, se sentir mieux dans notre peau, ce serait quoi? Apprenez à faire de la validation de ce qui vous arrive pour de vrai. Dites oui à l'expérience. Parce que ça, c'est la porte d'entrée. C'est pas la finalité, là. Il y a plein d'autres étapes après. Mais commencez donc par ouvrir la porte avant d'essayer d'entrer dans le fond du corridor. Là, puis ça demande beaucoup d'humilité, ça, faire ça. Mais la validation, si c'est la première piste de guérison, c'est parce que c'est la première source de blessures affectives aussi. Un enfant qui se fait invalider ou une personne qui faisait « non, ça n'a pas rapport, là, ce que tu ressens. Là. Ton anxiété, là, arrête de nous faire chier avec ça. » Quelqu'un qui se fait dire ça, là, il se sent profondément heurté puis blessé. Alors que la validation, c'est pas encourager la personne à vivre l'anxiété, c'est dire « je remarque que tu sembles un peu tendu, veux-tu qu'on s'en occupe ou est-ce que tu as besoin de quelque chose? » Mais ça, c'est à partir de là qu'on installe des soins. C'est depuis le lieu de validation, pour de vrai, il se passe ça dans la réalité, qu'on peut ensuite appliquer des soins. Wow. C'est un résumé là, vraiment condensé. Là. Moi, j'ai des programmes web là-dessus là, qui parlent de ça pendant des heures. Là, très intéressant. Et comme dernière question que je pose à tous mes invités, comment va ta santé mentale? C'est personnel, pas de tes enfants. Après tout ce bel épisode. Mais ça nous renvoie un peu à l'idée de frontière. Parce que moi, je peux savoir, mettons, des choses sur ma santé mentale. Puis selon certains contextes, des fois, c'est pas le bon moment de parler de ça. Mais moi, personnellement, j'ai pris la décision de dire la vérité. Mais il y a plusieurs niveaux de vérité. Si je dis j'ai pas envie de parler de ça, c'est pas de tes affaires. C'est un peu pour rire. Mais c'est en même temps pour témoigner aux gens qu'on peut aussi mettre en place de saines frontières. 100%. Vous n'êtes pas obligé de livrer tout parce que quelqu'un vous pose une question. C'est vrai. Ceci étant dit, je me sens suffisamment en sécurité pour le dire. Je veux te dire que ça se passe bien, ma santé mentale, c'est en site. Je trouve que c'est une bonne lancée. Je suis content d'entendre ça. Eh bien, un gros merci pour ton temps, docteur, psychologue Paul Simard. C'est très apprécié. Je vais mettre tous tes liens en bio, fait que les gens vont pouvoir aller suivre. Et un gros merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. On se revoit la semaine prochaine.